va essayer, pour éviter de s'endormir, de partir à la campagne et d'ouvrir grand les fenêtres et de prendre le problème un peu différemment de la façon dont on l'a pris ces 2 jours, c'est-à-dire pas sous l'angle monument, mais sous l'angle ensemble urbain, ce qui est un peu différent. Et en commençant par essayer de justifier le choix de Cormicy, puisque, à ma connaissance, pour l'instant, c'est une des rares AVAP sur ce type de patrimoine. Et c'était aussi, pour les petites cités de caractère, dont je vois un des représentants aussi, l'un des premiers dossiers qu'il présentait pour cette période. Donc, la première chose, c'est que la situation de Cormicy est relativement unique. Je dis relativement unique parce que j'en connais pas d'autres, mais j'ai pas une connaissance exhaustive de l'ensemble de ce qui a été reconstruit dans le tiers de la France, le tiers nord de la France, après la Première Guerre mondiale. Cette reconstruction est unique parce qu'elle est l'œuvre d'un seul architecte et d'une seule entreprise. Donc ça, c'est assez particulier pour un ensemble de bâtiments privés, contrairement à ce qu'on a pu trouver, par exemple, avec les cités-jardins, qui ont été une des formes de la reconstruction, issues de la reconstruction pour les extensions urbaines, ou les cités cheminotes, je pense à celle de Laon qui fait 50 hectares, celle de Tergnier qui doit en faire le double, etc., qu'on pourrait prendre comme exemple similaire. La deuxième chose qui nous semble intéressante, c'est que, on va le voir, la nature de l'intervention de Roger Bouvard, c'est d'abord de l'urbanisme et ensuite c'est de l'architecture. Et avec un seul matériau fabriqué sur place, on y reviendra, la brique silico-calcaire, il a créé un vocabulaire tout à fait intéressant. Il a dessiné chaque maison et chaque maison est différente, mais dans un ensemble qui est homogène. Ce qui est intéressant aussi, c'est que son parti pris urbain est celui d'une ville et pas de la reconstruction d'un village. On le verra aussi tout à l'heure, c'est par exemple, il utilise systématiquement à la parisienne les pans coupés à chaque angle de rue. Pourtant, les voies ne sont pas immenses, elles vont faire entre 8 et 16 mètres de large. Donc là encore, c'est une novation pour l'époque. Bon, il y a toute une série de choses qui font qu'on est dans un urbanisme qui nous interpelle encore aujourd'hui, du point de vue de la forme urbaine, du point de vue de la densité, du point de vue de l'utilisation et du rapport entre l'espace public et l'espace privatif, etc. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cette AVAC, c'est qu'elle n'est pas comme ça tombée du ciel en disant c'est un patrimoine à protéger, mais c'est né progressivement de par les élus de la prise de conscience de la qualité de ce patrimoine au moment où il commençait à se dégrader. Et c'est là l'œuvre de M. Gastebois, qui a été le premier architecte des bâtiments de France à s'intéresser à cet aspect des choses. Ensuite, il a été repris par Virginie Thévenin, qui doit être dans le fond de la salle. Et donc ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a l'émergence d'une prise de conscience d'un patrimoine dont avant, j'ai dit il y a une dizaine d'années, on n'avait guère conscience. Et donc c'est une volonté de s'appuyer, et M. le maire y reviendra tout à l'heure, sur ce patrimoine pour en faire un vecteur de développement, mais aussi un vecteur de rassemblement de l'ensemble des activités de développement autour de cette thématique, ce qui est un peu paradoxal pour une ville, on y reviendra tout à l'heure, et non pas un village, qui a encore une activité agricole et forestière et viticole importante. Et enfin, ce qui est intéressant aussi, j'ai commencé à vous le dire, c'est le questionnement éminemment actuel de cette forme urbaine. Voilà, alors la situation, Cormicy, c'est une ville de 1500 habitants, c'est la porte nord du pays champenois, à la limite du département de l'Aisne,
le long de la voie romaine qui relie Reims à Laon. Donc Reims est ici, voilà. Et ici, vous avez la voie romaine, hein, la ex-nationale 44, qui mène de Reims à Laon, hein, là-bas, et Cormicy est ici. D'accord? Et la limite du département de l'Aisne, en fait, c'est la rivière. Sachant que la commune de Gernicourt, qui était dans l'Aisne, est passée à Cormicy, Gernicourt est là, a été rattachée à Cormicy à la demande de la commune de Gernicourt il y a 2 ans. La ville de Cormicy fait partie de la métropole rémoise aujourd'hui, donc communauté urbaine, après avoir fait partie d'un syndicat, d'un regroupement de communes, d'une communauté de communes. La métropole rémoise fait 300 000 habitants, Reims en fait 180 000 et comporte 144 ou 143 communes. Si je vous dis ça, c'est, j'allais dire, il y a quelque part aussi une réflexion sur aujourd'hui le positionnement de l'urbanisme et du développement local, voire du rôle des élus dans des technostructures, j'allais dire, qui dépassent largement ce qu'une communauté d'hommes peut arriver à gérer intelligemment. Je le dis, j'ai été 30 ans fonctionnaire des collectivités territoriales, je suis passé de l'autre côté et je sais ce que c'est que le pouvoir d'une technostructure et le dessaisissement des élus de leur pouvoir sous prétexte d'un certain nombre de règles à mettre en œuvre et, soi-disant, de cohérence à assurer au niveau d'un territoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, on va y revenir, Cormicy est une cité depuis le Moyen-Âge, est une ville depuis le Moyen-Âge. Ça, c'est important. J'allais dire, en 1830, la commune avait le même nombre d'habitants qu'aujourd'hui. Et à l'époque, c'était conséquent. Alors, il y a eu l'impact de la périurbanisation. Aujourd'hui, Cormicy a 1500 habitants. Mais au début du 19e siècle, elle avait déjà la même taille. Donc, Cormicy est le pôle de développement de son secteur, et à ce titre-là, et après quand même une petite bagarre des élus, est resté pôle centre, ou bourg-centre, dans le cadre du SCOP. Alors, dans la réglementation actuelle, ça veut dire que c'est une des rares communes qui a le droit de se développer, en dehors de Reims et des communes qui touchent Reims. Les autres, aujourd'hui, au nom de la préservation des terres agricoles, n'ont plus droit qu'à 1, 2 ou 3 maisons par an. Cormicy a le droit d'avoir une urbanisation un peu plus conséquente et organisée. Donc ça, c'est aussi important, mais c'est aussi le résultat de la volonté des élus d'être dans une dynamique de développement. Une présentation rapide. On a ici l'axe de la 44. Ici, on a, je ne sais pas si vous voyez mon point, oui, voilà, la rivière de l'Aisne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Aisne la vallée de l'Aisne est une des premières implantations des populations néolithiques en France. Hein, donc, il y a une occupation du site. Est-ce que j'arrive, voilà, de toute cette vallée. Là, la voie romaine. Ici, on a de la plaine avec une petite rivière qui est la Loivre, qui vient se jeter dans l'Aisne. Bon, ça, c'est de la plaine crayeuse. Ici, on a un versant, et ici, on a ce qu'on appelle le massif de Saint-Thierry, qu'on appelle aussi la montagne avec beaucoup de prétention, mais quand on est dans le site, vous le verrez avec quelques vues, on est quand même sur la hauteur. Et sur les pentes, ici, vous le voyez, et ici, on commence à avoir, on a les premières vignes du nord de la Champagne. Il n'y a plus de vignes en appellation aujourd'hui, après la crise du début du XXe siècle, il n'y a plus de vignes au-delà de Champagne, j'entends, au-delà de l'Aisne, même s'il y a encore quelques vignes qui font du mousseux. Et donc on voit les premières vignes ici, qui apparaissent et qui vont aller croissant en descendant sur Reims. Donc on a un paysage extrêmement varié, sur un périmètre qui est vaste, puisque la commune a 12 communes riveraines. Donc ça montre quand même que son territoire va toucher beaucoup d'autres territoires. Et c'est composé ici de ce qu'on appelle deux montagnes, la grande et la petite montagne, avec un col qui permet de passer de l'autre côté sur la commune de Roussy, où sévissait au Moyen-Âge le sieur de Roussy, qui faisait bon nombre de razzias dans le secteur à partir d'un élément fortifié ici.
On a aussi la création du canal qui relie l'Aisne à la Marne, qui est importante. On a la création, on y reviendra tout à l'heure, la création d'une voie ferrée qui va longer le massif. Et puis, bien entendu, à l'époque moderne, on a l'autoroute A26 avec un échangeur ici et un échangeur près de Reims. Donc voilà pour le contexte. Alors pourquoi j'insiste? Parce que, on va le voir aussi tout à l'heure, Cormicy est essentiellement liée au déplacement. C'est une ville qui s'est développée sur la base des échanges économiques du secteur et des déplacements, et ce, depuis l'Antiquité. Et il y aura une problématique particulière des déplacements au regard de cette commune. On a un environnement de qualité, on a le grand paysage avec les deux montagnes, le col qui est ici, et la commune qui ressemble, vue de loin, à une poule, hein, avec son clocher, qui couve ses œufs avec un nid qui était une ceinture verte qui venait faire tout le tour de la commune et qui s'est progressivement détériorée par la construction à l'extérieur toute une série de lotissements. Donc on a les remparts qui restent boisés, on va y revenir tout à l'heure, des espaces publics qui sont intéressants, on a des espaces privés boisés, on a des espaces publics qui restent à requalifier pour certains, des traces du CBR, donc du chemin de fer, la présence de l'eau extrêmement importante dans le village avec ce qu'on appelle des gués, c'est-à-dire des petites mares alimentées par des sources qui servaient notamment d'abreuvoir. On a ici l'ancien lavoir qui était à la place d'une grande mare, et on a aussi une tradition de sauvage, de plantation de trottoirs. Et on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est à partir de là qu'on a développé, j'allais dire, une idée particulière de reconquête de l'espace vierge en le plantant. L'importance des circulations, j'ai commencé à l'aborder. Depuis le néolithique, on a entre la vallée de l'Aisne et Reims, et la vallée de la Vesle, des échanges qui vont se faire à mi-pente de la montagne. Donc, et on en a les traces aujourd'hui avec cette route départementale qui va alimenter tous les petits villages. On en a des traces, et Saint-Rigobert, qui était sur Chernicourt, faisait étape, notamment à Cormicy, et pour retourner à Reims, et dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que dans la plaine, il n'y avait pas d'eau, et c'était dangereux. Bon, là, c'était le chemin qui leur permettait de faire ça à pied sans trop de problèmes. Ensuite, on a eu la voie romaine, enfin les voies romaines, hein, puisqu'elles partent. On voit bien la patte d'oie qui part de Reims, mais c'était comme ça pour toutes les quatre portes, hein, vous le voyez ici. Donc à partir de là, on a eu un autre mode de transport, puisque les Romains avaient juste besoin d'une ligne droite, des points d'eau et des points de ravitaillement en foin, enfin en fourrage pour... C'était la voie romaine avec probablement des points d'étape qu'on n'a pas pour l'instant retrouvés. Sachant que ça s'explique aussi, puisque un petit peu plus loin, on a ce qu'on appelle le camp de César. César est venu installer ses armées à quelques kilomètres. Ensuite, j'allais dire en matière de la communication, on l'a évoqué, le canal, avec la création, on a Cormicy ici, la création ici d'un port, qui fonctionne aujourd'hui et qui servira de point d'ancrage, on va le voir, d'une zone d'activité aussitôt la fin de la guerre. Et oui, on l'a ici, le CBR, qui est un chemin de fer à voie métrique qui, en 1800, je vous ai mis la date, en 1894, reliait Reims aux principales villes du secteur et faisait aussi tout le tour de Reims. Et donc là, on est sur la ligne qui reliait Reims, avec d'un côté à l'ouest Soissons et de l'autre côté Rethel, c'est-à-dire l'Aisne d'un côté, les Ardennes de l'autre, et l'embranchement se faisait à Cormicy. Et donc il y avait une gare à Cormicy avec les emprises nécessaires pour ça, ce qui permettait aussi
l'exploitation du bois, puisqu'il y a des forêts, et le CBR a servi aussi à l'évacuation de ces bois. Ça a aussi généré toute une activité commerciale, hôtels, restaurants, liés à cette activité qui a duré après la guerre, et le CBR a été reconstruit et a servi dans le cadre de la reconstruction. Donc c'est un village complètement dépendant des voies de circulation. Donc on a la circulation primitive qui va de la vallée de l'Aisne à Reims, et on a ici le village avec une voie qui va vers Berry-au-Bac, l'Aisne au passage, puisqu'il n'y a qu'un seul passage à ce niveau-là, que seront obligés de prendre toutes les armées d'invasion, d'ailleurs, ce qui a fait un certain nombre de conflits qui se sont passés sur Cormicy, et puis on redescend par Reims. Donc le village n'est pas un village-rue, comme on en trouve beaucoup, lié aux circulations, c'est un village qui est une étape et qui vient directement se brancher à la fois sur le col, mais aussi sur la voie ancienne. Sachant que probablement qu'à l'époque du néolithique, le site premier n'était pas là. Il était un peu plus haut. C'est un village qui a été fortifié parce qu'il dépendait des évêques de Reims. Alors ça, c'est important, puisque vous savez qu'au Moyen-Âge, la dépendance de juridiction explique aussi beaucoup l'évolution urbaine. Ceux qui étaient sous la dépendance des abbayes, ils sont restés très longtemps. Ceux qui ont été sous la dépendance des évêques ou des seigneurs ont, à partir du XIIe, XIIIe siècle, acquis une autonomie communale, revendiqué et acquis une autonomie communale avec une charte. Et sur la Champagne, enfin sur Reims en tout cas, c'est la charte de Villermine qui a octroyé par l'évêque aux communes un certain nombre de prérogatives. Et Cormicy était une cité avec une résidence d'été des évêques de Reims, mais aussi un grenier à sel, ce qui expliquait une compagnie d'arquebusiers, et ce qui expliquait aussi du fait de son statut qu'il y ait un tribunal, qu'il y ait un hospice, qu'il y ait toute une série de ce qu'on appelle aujourd'hui services publics, et ce, dès le Moyen-Âge. Ce qui est intéressant, c'est que cette forme urbaine, pour aller vite, dont on en a, les premiers témoignages à partir des terriers qui ont été faits pour lever les impôts, avant le cadastre, n'a pas bougé, et c'est ça qui est intéressant, jusqu'à la reconstruction. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passait, c'est à l'intérieur de la ville qu'on trouvait non seulement l'habitation, non seulement l'église, mais aussi les fermes. Donc on a ce qu'on appelle des fermes urbaines, qu'on trouvait l'ensemble des artisans. Il n'y a aucune activité agricole avec des bâtiments à l'extérieur, etc. On a la ville de Cormicy, avec ses remparts, tout se passe à l'intérieur. Et après, il y a on a appelé ça hameaux, deux dépendances, Sapignol et la Neuville, mais qui sont des entités dont l'une avec une maison forte. Donc c'est un statut un peu particulier. Et ça, c'est unique, cette conservation-là, de cette forme urbaine, elle s'est maintenue. Elle s'est maintenue aussi parce qu'elle a une certaine pertinence. Et on va voir qu'au niveau de la reconstruction, elle va être préservée dans son intégralité. On a au centre un élément qui ressemble à une motte castrale, avec un donjon ici dont il y avait une tour. Alors ça, on en saura plus le jour où on pourra faire des fouilles à l'emplacement de la tour. On a l'emplacement, il est parfaitement défini dans les terriers, donc on sait que c'est là. On a un petit bout de rempart qui reste ici, et on a une enceinte de basse-cour qui est un peu plus large et qui prend en compte aussi l'église qui est ici, sachant que le grenier à sel était, lui, à l'extérieur. Ce rempart a un dispositif souterrain qui est aussi conséquent. Et donc on a l'accès principal ici et deux autres portes, l'une vers Berry-au-Bac et l'autre vers la voie romaine. Alors si j'ai insisté tant sur cette genèse urbaine, c'est que à la veille de la destruction, on a exactement... Ça, c'est le terrier. Hein, donc, ce n'est pas un cadastre, hein, de 1778. Et regardez
à la veille de la destruction, on a exactement la même chose. Avec une imbrication, tout ça, ce sont des fermes urbaines, vous voyez, qui se sont imbriquées les unes dans les autres. Voilà, vous voyez comment ça s'imbrique, avec des systèmes en impasse quand on conquérait le cœur d'îlot. La guerre vient tout détruire, puisque c'est une base arrière, mais même si c'est une base arrière, Cormicy est pilonné, puisque le front est à quelques encablures. Hein. Le front, il est à Berry-au-Bac pour le passage de l'Aisne, avec je pense que ça sera réévoqué tout à l'heure, des combats sur ce qu'on appelle la côte 108, et ce qui a généré une zone rouge qui existe encore, la destruction de Sapignoles qui n'a jamais été reconstruite, etc. Donc il y a aussi une problématique un peu particulière sur ce territoire en termes de paysage et aussi de mémoire. Alors la reconstruction démarre très rapidement. Je ne sais pas si ça a été évoqué, mais il faut savoir par exemple qu'à Reims, les premiers plans de la reconstruction, on les doit à Calas et ils sont en 1916. Donc là, ça veut dire qu'il y a une réflexion sur la base de ce qui a été entamé en matière d'urbanisme, notamment autour du musée social, sur ce que devrait être la ville idéale, ou du moins la ville contemporaine. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont proches de ce musée social, qui vont essayer de promouvoir les idées véhiculées par le musée social à travers leurs pratiques professionnelles. Et il faut savoir que les fameuses lois Cornudet de 19 et de 24 ont été écrites au musée social. Hein, les manuscrits des lois ne sont pas à l'Assemblée, elles sont au musée social. Ça voulait dire l'importance à l'époque de ce mouvement qu'on appelait le mouvement des cités-jardins et de la planification urbaine, qui s'ancrait sur toute la réflexion d'Ebenezer Howard, avec son expérience de Letchworth plus de Welwyn après, et qu'un certain nombre de personnes sont allées voir avant la guerre. Par exemple, à Reims, Charbonneau, qui a construit les cités-jardins, en 1912, emmène une délégation d'élus à Letchworth, et c'est pour ça que l'extension de Reims en matière d'urbanisme, aussitôt après la guerre, ce ne sont que des cités-jardins. Mais on a été voir ce que faisait Ebenezer Howard et l'intérêt que ça pouvait avoir. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'homme de la reconstruction, Roger Bouvard, c'est pas n'importe qui. On ne sait pas, on n'a pas retrouvé les raisons pour lesquelles il s'est intéressé à Cormicy. On ne sait pas s'il avait une maîtresse, de la famille, on ne sait pas. On n'a jamais su. Des fois, les choses tiennent un peu, hein, les faits tiennent un peu de choses. On n'a jamais su. Néanmoins, c'est aussitôt la guerre que chez lui se tient une réunion avec ce qui reste des élus, puisqu'ils étaient éparpillés un peu partout, et que se présente Roger Bouvard et Pellegrin. Roger Bouvard est architecte urbaniste et Pellegrin a une entreprise de fabrication de matériaux à côté de Paris, et des matériaux très particuliers à l'époque, puisque ce sont des briques silico-calcaires. Ce ne sont pas des briques d'argile, c'est simplement une compression sous haute pression de sable et de chaux. Qui donne, alors on en a aujourd'hui des traductions, ça a donné le Ciporex, mais qui est un peu plus léger, mais ça donne des matériaux qui sont encore utilisés, qui ont été utilisés énormément en Allemagne, qui sont encore utilisés en Belgique, qui sont utilisés en Suisse, qui sont aussi utilisés en Pologne, et qui ont été utilisés en région parisienne. Un matériau, on y reviendra, écologique, à forte résistance, puisqu'on peut s'en servir comme pour des fondations, une forte résistance au feu, une meilleure isolation thermique, enfin un meilleur coefficient thermique que la brique traditionnelle. C'est pas génial, mais c'est meilleur. Et c'est un matériau dans lequel il n'y a aucun autre entrant que de l'eau, du sable et de la chaux. Pourquoi ? Parce qu'à Cormicy, on a de l'eau, du sable et de la chaux, plus du bois pour faire tourner les chaudières, qui vont servir à alimenter les compresseurs. Donc ça, c'est intéressant
il y a une usine qui va fournir les matériaux de reconstruction et grâce au CBR va diffuser dans toute la région alentour. On n'en trouve pas qu'à Cormicy, cette brique. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça démarre en 19, aussitôt la fin de la guerre, en 18 je veux dire, sitôt la fin de la guerre, et en novembre, le conseil municipal prend la décision de recruter Bouvard et de lancer une reconstruction. Je vais aller vite. Alors, qui est Bouvard ? Pour faire court, c'est le fils de Joseph Bouvard. Vous direz, ça ne change strictement rien pour l'instant à vos connaissances, mais Joseph Bouvard, c'est le successeur d'Alphand à la direction des aménagements de la ville de Paris. Et ça, c'est immédiatement intéressant parce que Joseph Bouvard est l'auteur de plusieurs plans d'urbanisme, notamment de celui de Buenos Aires. Et son fils est dans la même mouvance. Il entretient des relations complexes avec le musée social, mais ça existe. Et c'est aussi lui qui a travaillé avec Van de Velde. Donc il y a la transition entre, j'allais dire, la tradition qui va s'achever et le modernisme qui va s'épanouir. Voilà, on a un seul dessin de l'image de Roger Bouvard, qui est le portrait qu'en fit son confrère Henri Van de Velde. Bouvard n'est pas un inconnu, il a fait un certain nombre de choses sur Paris qui sont dignes d'intérêt. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va finir sa carrière jusqu'en 1936 en travaillant essentiellement sur cette commune. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai programme de reconstruction. Je ne vous le détaille pas, mais ça va y compris, et c'est ça qui est intéressant, dans la création d'une zone d'activité économique. C'est le seul exemple que j'ai retrouvé dans la périurbanisation en dehors de Reims proprement dit et des communes qui touchent, où là, il y a une vraie volonté de créer un pôle d'activité économique. Ce qui est intéressant, c'est que ce matériau unique, cette brique silico-calcaire, donc vous avez une carrière de sable, vous avez l'usine qui était implantée sur place, va permettre un vocabulaire d'une très grande variété. Toutes les maisons sont différentes et les calpinages sont, vous le voyez, à l'infini. On n'a pas tout recensé là, mais je vais dire, il y a des modalités d'utilisation de la brique, qu'elle soit monochrome ou qu'elle soit bicolore, entre la rouge et la blanche. La rouge est aussi silico-calcaire. Et donc ça donne une richesse qu'on appréhende petit à petit. Et il y a 400 bâtiments qui sont comme ça. Ce qui est assez intéressant, je l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on a une approche haussmannienne. Alors les bâtiments, ils ne sont pas grands, hein, c'est rez-de-chaussée plus un étage plus comble, mais c'est traité comme des maisons de ville. Hein, tous les pans coupés sont traités, tous les angles sont traités en pans coupés. Les maisons sont quasiment toutes à l'alignement et généralement toutes de limite séparative à limite séparative. On est dans un vrai paysage de ville alors qu'on est à la campagne. Hein, mais on a vraiment une morphologie urbaine, un paysage urbain qui est celui d'une ville. Alors, pour rentrer dans les exploitations, il y a aussi une spécificité locale qui sont des immenses chartiers. Il fallait bien rentrer les chariots, mais avec les charrettes de foin derrière. Donc, ça vous montre tous ces chartiers qu'on a encore aujourd'hui. Il y a une exception à ce type d'implantation qui sont ce qu'on appelle, nous, les villégiatures ou maisons de notables. Mais ce n'est pas tant les maisons de notables, c'est surtout quelques maisons de villégiatures qui sont exceptionnelles et qui sont au milieu d'une parcelle. Il y en a quelques-unes qui sont magnifiques. Vous voyez la maison rose, là, par exemple. Il y avait la maison qu'avait l'ancien médecin, enfin, la maison du notaire, des maisons un peu particulières. Mais on a une typologie assez simple, hein, des maisons à l'alignement et des fermes avec souvent des implantations perpendiculaires à la rue. Alors, ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, c'est que tout a été dessiné par Bouvard, que ce soit les bâtiments publics ou les maisons. Et il l'a fait pour les bâtiments publics parfois plusieurs fois.
La Poste, il l'a redessiné au moins 3 fois. L'école des garçons, il l'a redessiné au moins 3 fois. La mairie, il l'a dessiné au moins 3 fois, etc. Alors quand on regarde la qualité de ces dessins, on voit qu'il va jusqu'au calpinage. Hein, je veux dire, le dessin que vous avez là, ce n'est pas une photo, hein, c'est le dessin de Bouvard. Et il en a fait 400 comme ça. C'est une architecture strictement composée. Alors on pourrait s'amuser à le faire sur un certain nombre de façades où on retrouve l'utilisation de modules, que ce soit le nombre d'or ou pas. Elles sont non seulement organisées de façon un peu symétrique, avec un ordonnancement vertical et horizontal, mais ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on a une composition, j'allais dire, qui est l'héritage des anciens enseignements de l'art du trait. Tout est parfaitement et rigoureusement composé. Ce qui aide aussi à avoir une certaine homogénéité du paysage. Et par contre, les compositions sont toutes travaillées différemment. Il n'y en a pas une qui est pareille. Hein. Donc c'est aussi une architecture de détail, et y compris dans les murs. Vous voyez comment sont traités, par exemple, ici, les pignons, hein, de façon à utiliser la pente. Et ça peut, même les portes de bâtiments agricoles sont traitées. On a un vocabulaire très riche. On a des enjeux paysagers énormes, puisque autrefois la commune était entourée du fait des remparts par une gangue verte. Ça a été complètement perforé avec les lotissements, et les municipalités précédentes n'ont jamais travaillé ce qu'on appelle aujourd'hui la relation avec le milieu naturel. C'était brut de décoffrage, hein. C'était la maison, un grillage et après les champs. Donc aujourd'hui, on a perdu un peu ça, d'où une problématique de restauration de ça, une problématique de retraitement des entrées de ville qui avait été bien traitée, mais par exemple celle qui va de la 44 ici était bordée d'une double rangée d'arbres avec la nécropole nationale ici, qui ont été dans les années 70 rasés, mais qui donnaient une perspective et un accompagnement magnifique. Mais pour l'agriculteur, 1 mètre, c'est 1 mètre, donc si personne ne dit rien, on laboure et on se l'approprie. Donc ça, on a repéré dans l'approche qu'on a eue avec, et en amont de la VAP, hein, tous les enjeux de l'urbanisation périphérique et des entrées de ville. On a travaillé la problématique de la circulation, du stationnement et des déplacements. C'est une ville qui a été dans laquelle Bouvard a pris en compte la voiture, mais il n'y en avait pas tant à l'époque, hein, on n'est qu'après la guerre. Donc il a homogénéisé la trame viaire à 8 mètres, plus 16 mètres pour la traverse. Il a ouvert toutes les impasses de façon à assurer la perméabilité. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est le développement de la voiture et où on stationnait la voiture. Et donc, dans une voie à 8 mètres, on ne sait pas faire du stationnement et de la circulation à double sens. Donc, on a, à la lumière des images que vous avez vues tout à l'heure, essayé de trouver une solution qui était de tout transformer, j'allais dire, en zone 20, c'est-à-dire priorité piéton et vélo, et de laisser passer la voiture tranquillisée, ce qui évite d'avoir des couloirs dans lesquels on a les piétons, la voiture en stationnement, la voiture qui roule, la piste cyclable, ce qui n'est pas tenable au niveau d'un espace comme celui-là, sauf à l'abîmer, à le disqualifier. Donc on a proposé de transformer progressivement les voies avec un plan de circulation. À l'époque, on l'avait proposé en sens unique, mais bon, les choses ont un peu évolué. En utilisant la pratique locale et éventuellement la contractualisant en faisant en sorte que les riverains prennent soin des parties plantées le long de leur maison. Ce qui permet aussi de donner un peu plus de stationnement là où il n'y en a pas. Et puis d'accompagner ça aussi par une politique d'éclairage public pour rendre tout ça un peu lisible, notamment en période nocturne. On s'est interrogé aussi sur les espaces publics à reconquérir, notamment la place d'Armes, la place qui est derrière l'église, l'ancien lavoir qui est pour l'instant
caserne de pompiers, oui, casernement pour les véhicules de pompiers. Donc il y a un certain nombre d'espaces à requalifier. Donc c'est bien une approche globale qui est intéressante, dans laquelle la municipalité, mais monsieur le maire en parlera plus longtemps, donc je ne déflore pas le sujet, a lancé tous les moyens qu'elle avait à sa disposition, notamment les petites cités de caractère, mais aussi les aménagements de bouts de voirie, d'espaces publics, les animations aussi qui rentrent dans cette volonté de développer la commune. Il y a eu par exemple un concours de photos sur les maisons pour que les gens apprennent à regarder ces photos. Il y a toute une série de choses comme ça qui sont importantes pour que les gens puissent s'approprier la démarche. Alors les difficultés, je fais court, c'est la faiblesse de la participation des associations. Malgré la création d'une commission extra-municipale, nous on comptait beaucoup à travailler avec la population pour qu'elle exhume des archives de leur grenier, en se disant ce qu'on n'a pas, ça serait bien que ça devienne du patrimoine commun. On ne leur demandait pas de nous les donner, mais simplement de nous les montrer, qu'on puisse les enregistrer, les photographier, et ensuite les mettre dans ce qui pourrait être un jour un centre d'interprétation de cette reconstruction dans ce secteur géographique. La longueur des procédures, et notamment celle de la VAP, qui est due à l'interférence de l'intégration dans la communauté urbaine, qui a un peu ralenti les choses. La difficulté de rendre dans un règlement, et vous l'avez compris, plus que la préservation, la mise en valeur d'un patrimoine bâti. Ce qui est important, ce qui fait le paysage, ce sont les règles d'implantation, ce sont les gabarits, ce sont les pans coupés. Imposer un pan coupé alors que la personne est propriétaire de la totalité, ça peut poser des problèmes, etc. Et aussi la difficulté à gérer 3 niveaux de construction. Celles qui ont été faites pendant la reconstruction, celles qui ont été faites jusqu'à la guerre 40, et puis celles qui ont été faites après. On a plusieurs niveaux de construction sur un même espace. Alors c'est facile de régler par un règlement les constructions sur un espace quand c'est homogène. Alors là, c'est homogène à 80%, mais il faut aussi régler les 20% restants, mais qui sont, j'allais dire, à l'intérieur de la zone. La difficulté à faire prendre en compte réglementairement des orientations d'aménagement, la VAP, elle n'est pas faite pour ça. Alors ce qui nous a sauvés, on le verra dans les atouts, c'est qu'en même temps qu'il y a la VAP, il y a aussi la révision du PLU, et qu'il y a une articulation entre les deux. Tout le paysage et l'enjeu paysager, on ne pouvait pas le prendre en compte dans le cadre de la VAP. Dans le diagnostic, oui, mais la VAP, elle ne peut rien là-dessus. C'est de la périurbanisation, c'est dans le cadre du PLU. Et donc, c'est justement bien cette articulation-là entre le PLU, et ce n'est pas nous qui avons fait le PLU, c'est l'agence d'urbanisme, mais on s'est très bien entendu avec le chargé d'études pour que les choses se fassent. Et puis aussi la volonté de la mairie qui a continué à avoir des projets et qui a sorti ces projets dans la perspective des règlements qui allaient se mettre en place. C'est-à-dire qu'on a fait avec monsieur le maire un nombre incalculable d'études ponctuelles pour faire en sorte que ça puisse éventuellement s'intégrer. Alors même si certaines n'ont pas abouti, comme l'AFU par exemple, mais il y avait une vraie réflexion avec les élus ou l'écoquartier sur ce que devait être un peu la périurbanisation, ce qui est aussi extrêmement pédagogique, puisque, j'allais dire, on s'interrogeait sur les questions posées dans le cadre du diagnostic. Autre problème, la difficulté à s'approvisionner en briques silico-calcaires, puisqu'il n'y en a plus en France. Et puis, bien entendu, les enjeux privés que défend chaque propriétaire en disant « moi je veux ceci, moi je veux cela, et vous m'embêtez avec votre truc ». Alors ça, c'est de la pédagogie, c'est de la négociation, c'est du travail d'explication, tant avec les services instructeurs qu'avec les élus. Alors, ce qui a été aussi un atout important, c'est qu'il y a eu une communication régulière avec la population qui, progressivement, s'est approprié les choses. Il y a eu des expositions, il y a eu une conférence, il y a eu une exposition photo avec un concours. Bon, tout ça fait que des publications régulières, l'accès au site, puisque tout ça a été mis en ligne sur le site de la commune. Donc ça aussi, c'est important pour qui voulait savoir ce qu'il en était.
Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a eu un fort soutien de l'ABF. Je ne dis pas ça parce que Virginie Thévenin est là, mais son prédécesseur a aussi œuvré pour la mise en œuvre de cette AVAP. Et je pense que sans ce soutien, je ne suis pas sûr que techniquement on s'en soit bien sorti. Parce que ce n'était pas simple d'écrire quelque chose qui n'était pas du copier-coller d'une AVAP habituelle, dont on changeait simplement la nature des matériaux ou les proportions de fenêtres. Il fallait réécrire ça et ce n'était pas évident. Et puis, il y a un effort pédagogique, puisque, j'allais dire, tout les refus, c'était de la faute à l'ABF, et d'expliquer aux gens que ce n'était pas de la faute à l'ABF, mais parce qu'on voulait quelque chose de qualité et que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir une évolution de l'habitat qui respecte un certain nombre de choses parce que c'est de la qualité et que la qualité, quelque part, c'est aussi de la plus-value ou de la valeur ajoutée à un ensemble commun. Donc ça, c'est aussi important, et ce qui posera, bien entendu, la difficulté de gestion dans le temps de cette AVAP. Parce que ça ne peut pas être qu'une application bêtement réglementaire. Donc je l'ai dit, autre atout, c'était l'articulation avec le PLU. Pour nous, ce qui était important, c'était une approche pluridisciplinaire, puisqu'il y avait de l'urbanisme, il y avait des déplacements, il y avait du paysage, il y avait du patrimoine. Et je termine sur, j'allais dire, un essai de récapitulatif de ce que je viens de dire. Donc on a élaboré, j'allais dire, un projet urbain. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés les premières fois avec monsieur le maire, il n'était pas question d'AVAP. On a parlé de Cormicy, son développement, la façon dont on pouvait envisager Cormicy, comment il fallait articuler les projets, éventuellement quelle opération avait plus d'effet qu'une autre sur en effet de levier pour faire avancer les choses. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait aussi avec l'équipe, que ce soit les gens des sports, de la culture, de l'animation, pour que, j'allais dire, tout s'harmonise dans une perspective commune et que tout le monde comprenne les enjeux. On a fait, nous, une enquête auprès de la population pour savoir comment elle percevait le patrimoine. C'est-à-dire que quand on est arrivé, il n'y avait aucune perception de la qualité et de l'intérêt de ce patrimoine. Ce n'était pas ça qui leur importait. Donc ça nous a servi de point de départ pour travailler. Il y a eu la commission patrimoine et urbanisme. Il y a une commission mixte AVAP, avec aussi l'association, puisqu'il n'y en a qu'une, et aussi une communication régulière. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on n'a pas arrêté les actions, c'est-à-dire que la médiathèque s'est mise en place et a été réalisée dans le cadre de l'ancienne école, qu'on a commencé à faire les premières rues avec des trottoirs jardinés avant même que pour faire des essais, pour voir ce que ça donnait, pour convaincre. On a fait il y a eu des équipements d'espaces verts, tout ça, des extensions de zones piétonnes. Tout ça s'est fait progressivement. La commune a recruté un paysagiste sous contrat qui intervient à la demande, qui fait un travail continu depuis 3 ans, dans le détail, mais aussi dans les projets. Ça aussi, c'est important, alors que ni la VAP ni le PLU sont approuvés. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout posé et puis on va écrire des trucs. C'est-à-dire qu'on a réfléchi et puis ensuite on a mis en œuvre les moyens. La qualification de petite cité de caractère, monsieur le maire en reparlera, et puis toute une série d'autres actions d'aménagement, je pense au Gué, par exemple, des aires d'accueil qui sont en réflexion, toute une série de choses. Des études ponctuelles ont été faites systématiquement à chaque fois qu'il y avait une idée. Alors il peut y avoir 2 idées sur un secteur, et puis elles évoluent. Et puis ensuite, il y a eu une série de moyens. La VAP n'en a qu'un, il y avait le PLU. Il y a le SCOT qui était important avec la qualification de bourg-centre. Et puis, bien entendu, la procédure de petite cité de caractère qui a été, le booster de tout le dispositif. Et je pense que monsieur le maire vous parlera de quelques actions concrètes un peu exemplaires à ce niveau-là. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Voilà, non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et alors ça, c'est un clin d'œil à notre intervenant de ce matin. C'est l'ange au sourire, puisque Cormicy a aussi l'ange au sourire, puisqu'il y avait l'ange au sourire sur le portail de la cathédrale, et qui est la sculpture du visage du fils, ou plutôt du petit-fils de Roger Bouvard, dit-on. Mais bon,